En direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette émission littérature qui sera consacrée aux comics Star Wars, la série principale Star Wars. Ici, on est rendu au volume 6. Ici, Francis en direct de Québec et comme à notre habitude, on retrouve Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Hola Francis, ça va et toi? En forme? Ça va, ça va. Tu fais pas l'émission en espagnol comme tu pensais, là. Jean est surmotivé au fait que je pars en Espagne demain, mais c'est ça. Faut pas faire l'émission en espagnol. Mon espagnol est beaucoup trop loin et mauvais pour ça. Ah, c'est demain? Je sais même pas, tu vois. Oui, exact. Donc, là, le temps que l'émission paraisse, ça va déjà faire quelques jours que je vais être là-bas. Donc, avant d'aller plus loin, on salue nos amis de Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à joindre le groupe, que vous soyez du Québec ou non, un groupe Facebook. Donc, venez discuter canon, légende, autant romans que comics, que audiodrama, que les nouvelles, etc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les encyclopédies, etc. Donc là, il y avait un petit, comme pour n'importe quel groupe ou réseau, peu importe, il y avait évidemment une période de vacances. Et là, on est reparti avec les podcasts, entre autres les chroniques voyage, si on peut appeler ça. Je me souviens plus si c'est comme ça qu'ils appellent ça, là, mais un peu comme une agence de voyage. Donc, on nous présente une planète de Star Wars. Fait qu'évidemment, c'est tiré du fameux Atlas là, qui était paru juste avant l'ère du canon. Bref, on vous invite à rejoindre le groupe si ce n'est déjà fait. Un petit WhatsApp rapide, Jean? Oui, avant le WhatsApp, on enregistre là quelques heures, ça serait sympa de le mentionner quand même, quelques heures du décès de James Earl Jones, qui nous a quittés là. Là, j'y pense là en regardant le feed là. Et donc voilà, il nous a quittés il y a quelques heures. Là, donc voilà. Un grand acteur, écoute, que étrangement, surtout les plus jeunes, là, j'imagine, ne sauront peut-être même pas que c'était la voix, effectivement, de Vador depuis toujours. Oui, donc, de Mufasa aussi, pour les et de lui-même dans bien des films, évidemment, parce que moi, évidemment, je pense que ce qui vient toujours en tête, peut-être plus aux Nord-Américains qu'aux Européens, là, mais c'est Champ de rêve, là, donc le grand classique de Kevin Costner, là, que la fameuse phrase que si tu le construis, ils vont venir. Là, si tu fais un stade dans ton champ de maïs, les fameux fantômes vont venir. Donc, c'est un éternel clin d'œil à ce film-là. À chaque fois que, par exemple, une ville envisage de construire un aréna, un stade, tout ça, il y a toujours la réplique qui ressort. Mais comme c'est un film de baseball, je me dis qu'en Europe, là, c'est peut-être moins... c'est le film de baseball des années 90 de Costner. Puis James Earl Jones avait le second rôle, dans le fond. Très triste, écoute, mais j'ai pas les chiffres, je sais plus à quel âge il était rendu, mais bon. Il était relativement, il avait plus de 90 ans, je crois, si je ne dis pas de OK, tant que ça, il a eu une belle vie. Exact. Et il va avoir continué de travailler longtemps aussi. C'est pas comme s'il avait pris sa retraite il y a 20 ans. Carrément. Bref, fait que sur cette note très malheureuse, quoi d'autre comme WhatsApp? Je sais que tu es allé virer un petit voyage intergalactique. Oui. J'avais pensé parler plus littérature, mais effectivement, je reviens de Galaxy's Edge du parc Disney à Anaheim, en Californie. Donc, c'est très bien. Jean, je crois qu'on a un petit problème. Ouais, on t'a retrouvé. Vas-y. Ah, ok, bizarre. Si je change de fenêtre, on m'entend plus. Bon, bref. Ok. Ça, c'est mauvais signe. Fait que bref, change plus de fenêtre. Ok. Non, là, ça va, là, parce que...
Oui, oui, oui. Ah, ok. Non, je vais quand même plus me focus sur la littérature parce que j'ai lu pas mal de trucs là pendant les vacances. Déjà, est-ce que toi, tu l'avais lu le fameux comics épisode 1 de l'anniversaire de la Menace Fantôme, là, Oui. du 25e anniversaire, donc qui est sorti il y a Ouais, quelques ça date temps de déjà. quoi, mai, peut-être, avril? Ouais. Moi, j'ai relu un peu en retard et moi, je pensais que ça allait nous faire revivre des scènes entre les scènes du film, et en fait, pas vraiment. Il y a beaucoup trop, je trouve, de scènes tirées du film, en fait. Donc, Ouais. c'est pas vraiment intéressant, je trouve. C'est vraiment des très petits à côté ajoutés. Ouais. Faut pas. Effectivement, moi aussi, j'aurais préféré vraiment des histoires complètement à part, là, mais bon. Qui étendent l'univers du film, quoi. Mais là, c'était pas vraiment le cas. Donc, une petite déception. Par contre, ce qui n'était pas une déception, c'était alors, ça s'appelle The Last Jedi, The Official Guide. C'est un beau livre d'environ une 80aine de pages et qui montre un peu le making-of du film, d'épisode 8. Donc, comme c'est un film que j'aime beaucoup, donc il y a beaucoup d'illustrations, des belles photos de making-of et tout. C'est super sympa. Donc, ça s'appelle The Last Jedi, The Official Guide. Et j'ai aussi lu le beau livre de la Haute République, le Character Encyclopedia. Donc, c'est 200 pages cette fois pour nous donner toutes les infos sur tous les persos de la Haute République. Alors ça, c'est génial parce qu'il y a tout, il y a tout le monde, les différentes phases, les personnages secondaires, les personnages principaux évidemment, avec un artwork. Alors c'est dommage, les persos secondaires n'ont pas d'artwork, n'ont pas tous un artwork, et ça c'est dommage, j'aurais aimé avoir un artwork pour tous les personnages, ça aurait été encore mieux. Mais au moins, il y a un petit texte qui décrit un peu tous les persos, donc ça c'est cool. Donc, très beau livre de la Haute République, le Caractère. Ouais, moi j'avais été très agréablement surpris. Je m'attendais à pas grand-chose, mais effectivement, je trouvais que ça nous aidait quand même à nous y retrouver là, entre les différents. Puis tu sais, il y a toute la phase 2 aussi dedans. C'est phase 1, phase 2 et vraiment ce qu'on connaissait au moment de la publication de la phase 3. Ouais. Donc, non, c'est ça. C'est bon. Après les beaux livres, il y a un prix qui vient avec, là, donc c'est toujours la même chose, là, parce que c'est pas donné. Faut pas se le cacher. Et niveau illustration, ils ont pris aussi pas mal de illustrations qui viennent des comics et des mangas. Donc, ça, c'est très cool aussi. Donc, ouais, ben, c'est ça. Souvent, ils ont pris la meilleure illustration qu'ils ont de tel ou tel personnage. Ouais. Voilà. Et pour toi, ton WhatsApp? Pour moi, écoute, c'est du comics. Évidemment, je me tiens à jour. Je jonglais avec l'idée de complètement abandonner la série jeunesse là, de la Haute République. Là, vraiment, j'étais à un niveau. Et là, soudainement, le numéro de la semaine dernière, je crois, ou l'autre d'avant, m'a fait espérer peut-être ça continue d'être extrêmement beaucoup de blabla. Énormément de textes, tu te dis, pourtant, c'est le comics censé être pour les plus jeunes. Et il y a une quantité de dialogues, mais vraiment, on dirait vraiment que Daniel Roseholder oublie que c'est une série jeunesse. Mais là, justement, une des choses qui a peut-être aidé, c'est que je crois que là, c'est George Mann qui était à la plume. Ou non, c'est ça, je me mélange. En fait, le dernier numéro de la série des aventures, c'est Daniel Roseholder, qui effectivement, c'était un petit peu mieux. Mais là, on est dans l'autre série qui vient de commencer, une mini-série, ça s'appelle... Bon, il y a encore Shadow dans le titre ou quelque chose comme ça, là. Mais sur un ancien site là, qui date, faudrait leur trouver le nom. Mais celle-là est écrite par George Mann, donc l'auteur de plusieurs œuvres de la Haute République, là, surtout plus des romans, des romans jeunesse. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant. Ça commence bien. Je pense une mini-série en 4. C'est ça, c'est Echoes of Fear, c'est ça? Echoes of Fear, ouais, donc les échos de la peur. Fait que c'est ça. Bref, je vous invite à jeter un œil à ça si ce n'est pas déjà fait. Il me reste juste le Kelnaka que je n'ai pas encore vu. Donc, le fameux Kelnaka de la série Acolyte. Évidemment, ça me fait toujours rire là, qu'à chaque œuvre, ces temps-ci de la Haute République, il y a le petit logo là, 100 ans avant The Acolyte. Là, ouais. Il devrait l'enlever. Hein, donc, de plus en plus, je me demande si c'est vraiment très marketing de le garder. Mais bon, écoute. Est-ce qu'il est sorti Kelnaka? Oui, c'est ça, il est sorti il y a une semaine, ou un peu moins d'une semaine. Fait que, bref, c'est pas mal ça de mon côté. Et côté roman, je me suis lancé dans la trilogie Tron, Tron Ascendancy, donc l'Ascendance, en français cette fois-ci. Donc, c'est quand même des bonnes briques. Fait que, justement, j'ai beaucoup de temps d'avion et d'attente d'aéroport qui m'attend. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans quelque chose de volumineux. Fait que, mais
Écoute, c'est Timothy Zahn, hein, donc je me suis tout de suite replongé dedans, mais tu sais, tous les termes, il y a même carrément un lexique là, de justement les différentes fonctions parce qu'on est carrément dans un nouvel univers, on est chez les schistes, là, fait que c'est toutes des fonctions différentes, tous des termes qu'on ne connaissait pas avant. Fait que, bref, je me replonge là-dedans. Écoute, si je te demandais pour les auditeurs, il y avait quoi à se mettre sous l'oreille dernièrement? Récemment, on a toujours et encore de la littérature. Hein. Donc, notre dernière émission a été publiée récemment. C'était notre critique en compagnie de Loïc de Dark Droid, la mini-série en elle-même. Hein. Ne pas confondre avec le tome qu'on va faire aujourd'hui, qui est Star Wars Dark Droid, le tome 7. Là, c'était la mini-série qu'on a chroniquée avec Loïc. Et on a également un petit quoi de neuf Star Wars, le dernier en date, hein, qui parlait donc du jeu vidéo. Star Wars Outlaws, ainsi que de l'annulation de la série The Acolyte, tu le mentionnais juste avant. Donc ça, et puis oui, en autre littérature, effectivement, on a la littérature sur la mini-série, encore une fois, Dark Droid Disquad, le spin-off un peu de la série Dark Droid. Voilà. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, on est encore dans le thème de Dark Droid aujourd'hui, là, mais c'est ça, pour bien, parce que visiblement, ça crée de la confusion, on en a parlé à notre dernière émission, mais c'est ça. Avec Loïc, vous avez critiqué l'album qui est vraiment du 100% Dark Droid, donc vraiment les one-shots intitulés Dark Droid. Tous les deux, il y a 2 semaines, on avait fait la mini-série, qui c'était des one-shots, là, c'était 4 ou 5 numéros, mais bref, c'était la série D-Squad, donc c'était vraiment une petite aventure de droïdes en parallèle. Et là, aujourd'hui, on est sur la série Star Wars, mais effectivement, comme c'est un gros crossover, tous les événements se déroulent en même temps que les deux autres. Et ça fait quelques épisodes que je mentionne aux gens que, tu sais, quand ça sort, la plupart de nos auditeurs les prennent en VF, en version française, en album rassemblé. Mais souvent, je vous explique que c'est ça, là, avec ces fameux méga crossovers-là. Donc, on avait carrément une liste là, pour réussir à suivre avec les one-shots qui sortaient. Donc, je vous ai pris un petit screenshot là, de quoi ça pouvait avoir l'air, comme vous voyez ceux qui nous écoutent à l'écran. Donc, c'est vraiment là. L'avantage, c'est que ça, c'était la fin de chaque numéro. Fait qu'à chaque fin de numéro, on avait cette image-là avec les numéros précédents rayés. Là. Donc, on savait quel numéro suivant lire. Mais bon, c'est ça. Moi, je dirais, pour ce qui est des albums, commencez pas à essayer de relire chaque one-shot dans l'ordre, parce que c'est un méchant casse-tête passer d'un album à l'autre. Parce que comme vous voyez, il y a des Bounty Hunters, il y a des Dr. Aphra, des Darth Vader, des Star Wars, plus des D-Squad et des Dark Droid. Donc, c'est comme si ça faisait 6 séries différentes en parallèle. Et le summum là-dedans, c'est qu'en plus, des fois, l'ordre changeait en cours de publication. Donc, l'ordre, dans un numéro, tu prenais le suivant, puis là, ça avait interchangé. Et il y a même des numéros où on avait carrément un gros avertissement spoilers pour telle autre série, parce qu'évidemment, c'est tellement en parallèle que bon. Mais tu sais, à un moment donné, là, ça va avec, là. C'est pas je sais qu'il y a des allergiques aux spoilers, là, mais bon. Ouais, il y avait des choses qui se passaient, qui s'étaient déjà déroulées dans d'autres séries et que tu n'avais pas encore lu. Du coup, il y a certains numéros de certaines séries qui sont arrivés en retard. Du coup, ça a tout décalé. Mais Panini, en France, a eu la bonne idée ou pas, je sais pas, de compiler ces crossovers dans des espèces de numéros événements, là, comme ils appelaient. Donc, en souple, là, vous aviez aussi l'option de les prendre en version souple, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, écoute, on va passer en hyperespace, puis on va pouvoir attaquer notre sujet du jour. C'est parti, on y va. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc comme j'expliquais, aujourd'hui on est là pour chroniquer le Star Wars numéro 6, donc ceux qui nous écoutent en vidéo, vous pouvez voir à l'écran de quel il s'agit. Encore une fois, je vous mets l'image pour que vous y retrouviez en librairie, parce qu'il faut avouer que déjà que les albums cartonnés 100%, c'est déjà dur de s'y retrouver. Par exemple, cette couverture-là ressemble quand même beaucoup à celle de l'album de, je crois que c'est D-Squad, il y a quelques semaines. Et par-dessus le marché, il y a les fameux souples dont tu parlais.
c'est très, on se mêle très vite. Fait que je cherchais le petit tome 7 là, écrit dans le bas. Puis le logo de Panini, justement, qui est centré, alors que je crois que sur les souples, il est à droite. Je vais de mémoire. Mais bref, voilà à quoi ressemble l'album qu'on va chroniquer aujourd'hui. Ça inclut le numéro 37 à 41 là, de la série Star Wars. Peut-être rappeler, dans le fond, c'est ça fait suite à celui-ci. Donc, numéro 6 qu'on a chroniqué. Si je te demandais, Jean, vite, ça terminait comment cet album 6? Voilà. Alors là, c'est le tome 6 donc, que tu présentes. Donc ça correspondait plus à une période de la série Star Wars sans vraiment de crossover. C'était plus des numéros indépendants où on voyait notre groupe de rebelles. Donc c'était basiquement, tu avais Luke, Leia, Chewie et Lando, en gros, et le bot peut-être, qui s'est retrouvé dans le No Space, qui est un endroit de la galaxie qui était un peu reculé, isolé du monde, pour essayer de retrouver des cargaisons de fuel pour refournir la rébellion en fuel, parce que suite à l'Empire contre-attaque, il fallait trouver cette ressource-là pour l'attaque finale de l'épisode 6, quoi, en gros. Et ce Phantom 5, c'était la quête de Luke concernant les Crystal Kyber Crystal, pardon, et ainsi que tout ce qui est les recherches de Luke sur la Force. Donc ça c'était très très cool, hein. C'était un tome qui nous avait bien plu, ce tome 6 là. Précédemment on avait eu les 3 crossovers précédents, donc War of the Bounty Hunter, Crimson Reign. Ouais, là, on faisait comme un aparté entre les événements. Là. Voilà, donc on avait 3, 4, 5 en gros, c'était les tomes 3, 4, 5, c'était les crossovers. Là ce tome 6, c'était une petite pause on va dire, et là on repart dans le crossover avec le tome 7 et le fameux Dark Droid. Donc, voilà. Ouais, disons que c'est pas la meilleure note que j'ai mis. C'était inégal, je trouve, d'un numéro à l'autre, selon les changements de dessinateur et tout ça. Mais bon, on va voir si aujourd'hui ça s'améliore ou pas. On va peut-être avoir un débat. Ça fait quelques fois, quelques émissions qu'on est pratiquement tout le temps sur la même longueur d'onde. Même Loïc et toi, oui, j'ai pas eu le temps d'écouter l'épisode au complet d'aujourd'hui. Okay. Mais de ce que j'en ai entendu, vous étiez pas mal sur la même longueur d'onde. Ouais, surprenant l'avis de Loïc. Écoutez l'émission sur Dark Droid, c'était intéressant. Fait qu'écoute, on peut faire comme d'habitude, avant de se lancer dans le résumé, là, peut-être un avis en une phrase ou deux. L'avis en une phrase ou deux, ça va être redondant, hein, mais suite à Dark Droid et à Disquad, ça va être un peu la même. Hein. L'événement est sympathique en soi. Ça pose un gros problème que ça se passe entre l'épisode 5 et 6. On le répète à chaque fois. Effectivement, c'est redondant comme critique, là, mais bon. Oui. Mais ça reste un crossover relativement agréable, bien supérieur à Hidden Empire, bien supérieur à Crimson Reign. Peut-être pas aussi bon que War of the Bounty Hunter, qui nous avait quand même bien marqué, quoi. Mais voilà, donc un thème science-fiction qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Star Wars et qui fait plaisir, donc très bonne lecture. Excellent. Écoute, de mon côté, justement, on va peut-être enfin avoir un débat. Moi, mon sentiment général était pas négatif. Tu le sais, j'adore Charles Soule. Même si je considère que c'est probablement ce qu'il a fait de moins bon, à part peut-être le premier arc de la série Poe Dameron, il y a plusieurs années de cela. Mais souvent, il peut avoir le dessin ou bon. Là, cette fois-ci, je trouve que l'ensemble de l'album, là, de ces 5 numéros-là, c'est pas le bon médium. Médium. J'ai l'impression que ma critique va revenir aussi quand on va être rendu au procès de Lando, donc l'arc suivant, là, qui va être le tome 8. Mais je sais pas. Pourtant, en plus, c'est des personnages. Là, c'est vraiment un album focusé Lando et Lobot. Et je trouvais ça très intéressant. Par exemple, j'avais beaucoup aimé les autres albums Lando, dont le premier de Charles Soule, là, il y a très longtemps, qui était aussi beaucoup sur la relation Lobot et Lando. Alors que cette fois-ci, j'ai vraiment pas embarqué plus que ça. Okay. Et en plus, côté graphique, c'est ça. Je vais avoir quelques commentaires. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être avoir un débat parce que c'est ça. Ma note, je peux tout de suite spoiler que ma note va être inférieure à celle que j'ai donnée pour Disquad. Ah bon, ok, non, j'ai cru que tu allais dire qu'elle est en dessous de 10. Non, mais on sera pas loin. On laisse planer le suspense. Donc, si je te demandais, Jean, je vais peut-être donner les specs, comme on dit, avant de se lancer dans le résumé. Comme je disais, donc c'est le volume 7 chez Panini Comics, numéro 37 à 41 là, de la série de comics One Shot. Pas One Shot, mais en issue.
Donc, l'album se vendrait 19 € en France, en Europe et au Québec, je crois qu'on va être dans du 33 $ plus taxes. Ici, on est sur du 112 pages, sorti le 10 juillet dernier. Donc, comme vous voyez, on rattrape notre retard. Chronologie, on est en même temps que le reste en plus 3. Donc, on est juste avant le retour du Jedi. Là, normalement, il n'est plus censé avoir plein d'autres événements. C'est Quelques mois. On approche de la fin, c'est ça. Donc, entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, au scénario, on retrouve Charles Soule, qui est un vieux routier maintenant là, du canon Star Wars. Au dessin, Madibek Musabekov. J'ai sûrement très bien prononcé ça, d'ailleurs. Aux couleurs, Rachel Rosenberg, elle aussi une habituée. Je pense que ça fait des dizaines d'albums qu'elle performe du Star Wars. Au niveau des couvertures, c'est une équipe, là, Stephen Segovia, et c'est Rein. Je sais pas c'est quoi l'origine. Je sais pas dans quel Rein, ça fait très en anglais, là, mais je suis pas sûr que c'est. Rein Beredo, je ne saurais pas te dire. Rein Beredo, ouais, c'est Rein. Bon. Rein Beredo. Donc, voilà, c'est une équipe que j'ai pas souvenir qu'on avait déjà vue. Moi, c'est vraiment des noms qui me disaient rien. Donc, si je te demandais, Jean, en résumé, de toute façon, c'est pas si lourd, je trouve, là, les événements de cet album-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce volume 7-là? Juste avant. Et là, avertissement, on va tomber en spoilers. Justement, pour bondir sur l'équipe créative, là, le Madibek Musabekov, lui, le dessinateur, donc, on l'avait déjà vu, donc il avait déjà fait une partie de l'arc précédent du tome 6. Okay. Et il avait fait également, il avait fait trois numéros. Hein. Il y avait un premier dessinateur qu'on n'avait pas trop aimé, et ce Musabekov avait fini le tome et nous avait bien plu, quoi. Donc c'est un trait qui nous avait bien plu. Okay, et ouais. Il retrouvera Soule d'ailleurs pour les prochains tomes aussi. Il va pas faire toute la série Star Wars, mais le tout dernier numéro, donc le numéro 50 de la série Star Wars qui sort ce mois-ci, en septembre, en VO, sera dessiné également par Musabekov. Et d'ailleurs, Soule qui aura fait donc du numéro 1 au numéro 50 les 50 numéros de la série Star Wars 2020, donc c'est quand même une petite performance. Ouais, c'est assez rare pour le souligner. Voilà, donc il n'a jamais été... il a toujours été... Je pense que sur Poe Dameron aussi, il avait officié tout le long. C'était quand même une longue série. Hein. J'essaie de me souvenir, mais pas loin de 40 numéros certains. La série Poe Dameron. Ouais, je crois que c'est l'unique auteur aussi, quand même. Ok, donc le petit résumé. Écoute, déjà pour le contexte plus global de toute la galaxie, là, pourquoi les droïdes partent en couille dans Dark Droid, tout ça, on vous conseille d'aller écouter nos 2 précédentes émissions donc sur Dark Droid et D-Squad. On en parle grandement là-dedans. Là, on va directement rentrer dans le sujet. On commence avec donc Lobot, ça c'est cool, hein, commencer par Lobot, parce que Lobot, tu le disais, il va avoir une place prépondérante dans tout le tome. Là. Ouais. Donc, Lobot qui se réveille au sein de l'Alliance, il a l'air d'avoir une espèce de crise. Donc, on pense évidemment au Scourge, au fameux fléau, mais peut-être pas, hein, parce que ses yeux sont pas encore violets. Hein, c'est un peu le signature des droïdes un peu contaminés par le Scourge, les yeux violets, là, non, pas du tout. Donc là, il perd un peu le contrôle, il fout un peu le bordel sur les vaisseaux de la flotte rebelle, vu que son espèce de casque là qu'il a autour des oreilles, là, il est à moitié cybernétique, en fait. Il peut commander un petit peu tous les systèmes à distance, un peu par la pensée, je sais pas trop comment ça marche, mais bon, bref. En tout cas, c'est soit du Wi-Fi ou du Bluetooth. Du Bluetooth de l'espace. Ouais. Voilà. Donc Lando, lui, doit fracasser ce fameux casque pour mettre KO Lobot pour que l'Alliance reprenne un peu le contrôle de la flotte. Malheureusement, Lobot doit aussi être réparé très rapidement, hein, sinon il a des chances de mourir. Donc Lando compte partir sur Tatooine seul avec le Faucon et Lobot, pour retrouver un fameux droïde qui avait déjà aidé à réparer Lobot par le passé, et droïde qui est dans le palais de Jabba. Donc, en plus, il est dans le palais de Jabba, non seulement, mais en plus, il est sur le point d'être démembré et d'être complètement mémoire effacée, tout le bazar. Donc ça serait terrible, hein, parce qu'il a absolument besoin de ce droïde-là en bon état pour réparer Lobot. Dans le numéro suivant, on s'aperçoit que le Scourge a contaminé tous les droïdes du palais de Jabba. Sauf celui que, c'est quand même pratique, hein, sauf celui que recherche Lando, donc ça c'est cool. Le droïde arrive à échapper à ses assaillants de métal contaminés, hein. Donc, tandis que Lobo et Lando, eux, arrivent dans le palais. Scourge, qui en a pris le contrôle hein, du palais de Jabba, les fait rentrer parce que justement, il a contaminé le petit droïde qu'on voit dans l'épisode 6, là, qui fait rentrer... Une espèce de boule là, qui sort voilà. du monde.
qui est donc contaminé par le Scourge, et donc qui voit via ce droïde-là le fameux implant qu'a Lobo, et justement il se dit ah si je pouvais contaminer le bot, ça pourrait être un asset à la conquête de la galaxie. Donc il les laisse rentrer, et il se retrouve piégé voilà, dans le palais de Jabba. Le palais de Jabba qui a été complètement abandonné par Jabba et ses sbires, parce qu'il a vu que les droïdes partaient un petit peu en sucette, donc lui il s'est barré, donc il n'y a plus que les droïdes contaminés dans le palais. Ils arrivent à... Il reste là encore. Il reste là encore. Et il reste là encore parce que Lando et Lobot se font capturer, piégés dans l'antre du Rancor, où ils vont retrouver ce fameux droïde dont ils ont besoin pour réparer le bot, donc tant mieux. Évidemment, le Rancor dort à ce moment-là, mais évidemment, il va se réveiller. Donc, grâce au fameux droïde, Lando et Lobot vont arriver à s'échapper du Rancor Pit. Le droïde va donc updater un peu Lando sur la contamination du fléau. Comment j'ai perdu la ligne. Ah oui, en s'échappant du palais, Lando va tomber sur le Carbonite Solo, qui est pendu là, comme on voit dans l'épisode 6, quoi. Malheureusement, il va pas pouvoir le sauver de suite, parce qu'il a peur que ça soit vraiment un poids pour leur échapper à eux du palais. Donc il lui promet de revenir le sauver, ce qu'on verra dans le film et tout, donc ça c'est cool. Malheureusement, le bot va se faire capturer par les droïdes du Scourge, qui vont le contaminer, et il va devenir l'un d'entre eux. Donc Lando et le droïde arrivent à s'échapper avec le faucon, mais voilà, ils doivent laisser le Dark Lobot, en quelque sorte, derrière au palais, quoi. Donc Lando, il retourne chez les rebelles, avec le droïde, donc. Et avec l'aide de Chewie, Luke et Leia, ils vont se rendre tous sur Epiconia. Epiconia, c'est la fameuse planète où le Scourge a un peu envahi tout le monde et puis a capturé tout le monde. Un peu son quartier général. Voilà, c'est un peu la base du Scourge. Et il fait aussi, sur cette planète-là, d'affreuses expériences sur les organiques, pour pouvoir les posséder un peu comme les droïdes. Lui, son rêve, c'est de pouvoir contrôler les organiques comme il fait pour les droïdes. Tu vois, une petite piqûre avec ces espèces d'araignées droïdes, et puis bam, il prend le contrôle. Mais voilà, son but ultime étant de pouvoir toucher la force, en fait. Il veut contrôler vraiment des organiques qui auraient la force, donc Luke, Vador. Ce que vous avez expliqué dans l'épisode avec Loïc de la semaine dernière. Voilà, exactement. Donc Lando retourne chez les rebelles. Non, ça, je l'ai déjà lié. Voilà, ils vont sur la planète. Donc voilà, en gros, nos héros vont être confrontés à une armée de Scourge droïdes. Donc la grosse baston, la fin du tome, ça va être une grosse baston entre les rebelles et le Scourge, enfin l'armée du Scourge en fait. Et entre-temps, le Scourge a réussi à trouver un moyen d'infecter les organiques. Donc ces petites araignées vont contaminer Chewie, Leia, Lando et surtout Luke, quoi. Mais tout cela sera de courte durée parce que Ajax Sigma, qu'on voit très peu dans ce tome-là, parce que voilà, encore une fois, allez voir Dark Droid, Ajax Sigma va réussir à transpercer, à tuer le Scourge, libérant ainsi tous les organiques et tous les droïdes de la galaxie. Donc Lando va vite ramener Lobot au Faucon Millennium, utiliser le droïde pour le soigner, mais entre-temps, Leia va être bien surprise de voir ce droïde-là, parce qu'en fait, attention, petite révélation, ce droïde, c'est un droïde qui appartient à l'Alliance Rebelle et qui possède en son sein des codes et des données sur les rebelles. Et donc Lando va devoir expliquer pourquoi il est en possession de ce droïde et pourquoi c'était Jabba qui était en possession de ce droïde avant lui. Et donc Lando va devoir s'expliquer, il va devoir avouer que il a en fait vendu plusieurs tomes auparavant. Voilà, il a des comptes à rendre à Jabba, donc il lui a vendu ce droïde. Mais malheureusement, ça ne plaît pas à l'Alliance Rebelle. Donc voilà, on est de retour dans la flotte. Lobo va mieux, il s'est fait soigner, très bien. Par contre, Lando, lui, il est arrêté par Leia pour trahison et crime contre l'Alliance. Et pour ses actes, il encourt la peine de mort. Voilà. Et ça finit sur ça. C'est ça, bam, bam, bam. Et le prochain sera, comme on voit à l'écran, le procès, je cherche le terme en français, le procès de Lando. C'est ça. Donc, écoute, si on y allait, on peut-être y aller au niveau scénario, comme je disais, c'est pas un volume si difficile à résumer. J'ai trouvé que les événements passent quand même en un éclair. Justement, on est à milieu des séries de comics où il y a énormément de blabla. Là, on est plus dans de l'action. Évidemment, comme je disais, c'est très en parallèle avec les autres séries. Donc, on se souvient dans D-Squad, on croisait justement Lando et Lobot qui essayaient de s'échapper dans le palais de Jabba. Là, c'était R2D2 qui avait infiltré le palais de Jabba aussi. Fait que, bref, tout le monde est allé voir le palais de Jabba avant le retour du Jedi. C'est ça qu'il faut. Ah oui, non. D'ailleurs, ce passage n'est pas du tout dans ce tome-là. Hein. La rencontre entre Lobo, Lando et R2, elle est vraiment éludée. En même temps, elle ne sert vraiment à rien. Elle sert vraiment, moi, je te l'avais dit, D-Squad a vraiment lié Star Wars à Dark Droid, mais en soi. C'est pour nous donner des repères temporels plus. Voilà, exactement. Sinon, écoute, je suis curieux d'avoir ton avis. Comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure en partie non spoil, là, disons que Charles Soule nous a déjà livré, à mon avis, beaucoup mieux. Oui, et justement, vu le nombre de numéros centrés sur Lando et Lobot,
Il y a quelques, ici et là, il y a des mini-flashbacks, mettons, d'une page là, que tu n'as pas mentionné. Non, c'est vrai. Mais on ne creuse pas vraiment la relation Lobot-Lando, comme on le faisait dans d'autres séries, là, entre autres celle qui s'appelait tout simplement Lando là, en 2015, je crois. Là, c'était au tout début du canon, qui était excellente d'ailleurs. Oui, mais ouais, cette fois-ci, c'est vraiment, on va du point A au point B, et bon, c'est toujours évidemment la chance incroyable, mais bon, on est dans Star Wars, en plus c'est Lando, donc oui, voilà, ça peut fait quand sens. même en pardonner. Fait il y a tout ça, et ça se finit, comme tu disais, sur la fine équipe là, qui se rend au quartier général, ou en tout cas à la planète, là, c'est devenu la planète mère, on va dire, des droïdes. Et que là, ça va être la fin. Là, ils sont tous infectés. Bon, évidemment, comme on a déjà vu le retour du Jedi, on se doute que ça ne va pas finir comme ça. Et là, oups, ils sont tous sauvés, comment dire, par magie. C'est un peu la même chose dans D-Squad. Hein, c'est que tout se termine à cause d'un autre événement dans la série Dark Droid. Fait que quand tu lis juste cet album-là, je trouve que on reste sur notre fin un peu beaucoup. Voilà, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Ah ben, on va justement discuter de tout ce que tu as dit là. J'ai bien déroulé. T'as bien déroulé. Alors, déjà, oui, ben, on va directement mettre les pieds dans le plat. Ce tome-là n'est pas à lire. Alors déjà, si la série comics Star Wars vous intéresse, commencez par le tome 1. Ça, c'est le tome 7. Commencez pas par le tome 7. Ouais, non. Ouais. Même si vous lisez que du Star Wars, ben, moi, je vous conseillerais quand même, je sais pas ce que tu en penses, de quand même prendre la série Dark Droid à côté, quand même. Hein, parce que sans le tome de Dark Droid, lire juste cette partie-là de l'histoire, je pense qu'on manque un gros pan de l'histoire de Dark Droid. Quoi. Donc, en tout cas, en termes chronologiques, de prendre la série Dark Droid au moins, peut-être même tant qu'à ça, D-Squad, c'est rapide, mais avant d'attaquer justement le Star Wars, le Vader, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est ça à faire. Là, tu vois, on les chronique en 100%, et là, les relire avec Dark Droid en premier, ou même D-Squad à la limite, parce que les deux sont vraiment complémentaires, mais D-Squad, on avait dit, c'était une petite histoire avec R2, c'était pas vraiment indispensable. Là, Star Wars, ce tome-là, en fait, dans la grande trame du crossover Dark Droid, elle apporte pas grand-chose. Hein. On se focus sur Lando et les pérégrinations de Lando et Lobot. Ouais. Il y en a un petit peu du groupe rebelle à la fin, mais vraiment, ils sont là pour faire la figuration presque. Et ce qu'on voit dans ce tome-là, on le voit aussi dans Dark Droid quasiment de façon identique, avec peut-être une baston un peu plus grande dans ce tome Star Wars-là. Mais au final, ça revient au même. Et je trouve qu'on arrive dans la même conclusion que pour Dark Droid. En fait, je trouve que la fin est rushée. En fait. C'est un événement qui a pris place dans l'entièreté de la galaxie, hein, l'Empire, tous les groupes de contrebande. Même Jabba. Voilà, même Jabba. Donc Jabba tous les autres groupes mafieux ont été touchés, la rébellion a été touchée, et ça finit, donc le Scourge est mort. Et voilà. Et donc Ajax il retourne sur sa planète. Et puis voilà. Et puis toutes les conséquences, surtout que là on en voit pas mal sur la planète de Scourge. Ce qu'on peut, si on veut se faire l'avocat du diable, ou en tout cas l'inverse, l'avocat de Charles Soule là-dedans, je dirais que c'est quand même de quoi de très Star Wars. Qu'un seul petit événement met fin à tout. Puis mon plus jeune fils réécoutait l'épisode 9 ces derniers jours. Et justement, ça se termine aussi d'une façon complètement... L'empereur meurt pour une xème fois. Et là, tout à coup, c'était plus le premier ordre, c'était le nouvel ordre. La totalité des Star Destroyers plonge. Tu sais, même ceux qui sont pas sur Exegol, là, qui sont sur Endor et d'autres planètes. Ils s'étaient connectés, tu comprends? Ouais, c'est ça, là. C'est l'esprit du revenant, on va dire, de l'empereur, là, qui faisait fonctionner la machinerie interne de ces vaisseaux-là, en tout cas. C'est ça. Ça fait que c'est une fin très, là, bon. Dans un sens, ça fait même plus de sens ici, où est-ce que le Scourge, comme tu dis, le fléau, c'était vraiment de quoi d'informatique et qui avait contaminé les droïdes et justement les cyborgs là, par leurs membres, tout ça. Fait que je l'accepte quasiment mieux que, par exemple, la fin de l'épisode 9, où, c'est ça, dans les vieux Star Wars aussi, là, un petit événement fait boule de neige, où, même dans l'épisode 1, la base des droïdes et toute l'armée droïde tombe mort. Bon. Même si tu prends l'épisode 4, hein, celui qui a tout commencé, quoi, faire l'affaire, voilà, ils pètent l'étoile noire, et puis ils ont gagné. Et voilà, cérémonie, et c'est fini. Effectivement, ça revient dans Star Wars. Mais là, en fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est, ok, donc le Scourge est mort, il n'y a pas de souci, c'est un droïde, voilà, tout le monde est libéré. Mais le problème, c'est qu'il nous montre qu'il y a
vraiment, ben là, on le voit peut-être pas, mais dans le coin là, de cette image-là, on voit qu'il y a énormément de gens qui sont fait genre mutilés, mais méchamment, hein, parce qu'ils sont fait découper en morceaux et greffés à des droïdes. Et pour moi, l'aftermath de cet événement Dark Droid, ben, un peu comme l'aftermath de la trilogie Kira, elle se finit trop brutalement et j'aurais voulu qu'elle soit développée sur quelques numéros en plus. Imagine juste la Croix-Rouge qui débarque là, pour prendre soin de tout ce monde-là. Là. C'est ça. C'est vraiment. Pour moi, c'est réaliste. D'autant qu'on disait l'épisode 6 va bientôt commencer. L'épisode 6 fait aucunement mention de ça. Alors pour moi, c'est comme tu disais, en plus, oui, c'est la Croix-Rouge totale, quoi, parce que en fin de tome, tu vois que Leia. Elle fait un peu de l'humanitaire, quoi. Elle va vouloir sauver tout le monde sur Epiconia. Et au final, non, mais t'as une rébellion à réalimenter, parce qu'entre l'épisode 5 et 6, ils sont un peu malos, hein, les rebelles. Et t'as une attaque à mener contre l'Empire, là, bientôt, donc t'as pas le temps. Hein, de te faire de l'humanitaire, quoi. Donc ça m'a un peu dérangé. Ouais, c'est ça. On en revient toujours à la même, toujours, au même élément. Il y a beaucoup trop d'événements entre l'Empire contre-attaque et l'épisode 6. Rappelons qu'il est censé avoir juste 1 an, donc ça fait tout simplement aucun sens. Mais si tu fais abstraction ça, pour revenir sur le scénario, moi, tu vois, je trouve que la relation Lando-Lobot, qui est vraiment au cœur de ce tome-là, hein, vraiment, c'est ce que Char Soule a voulu raconter, eh bien, comme on l'a vu, tu disais dans le comics Lando de 2015, par exemple, et jamais trop dans les films, hein, les relations Lobo, c'est un figurant, hein, c'est un Boba Fett dans les films, hein, on voit vite fait, il n'y a aucun dialogue ou quasiment aucun dialogue avec Lando presque, et là je trouve ça excellent de retourner sur un des anciens comics de Soule. En fait il redéveloppe ce qu'il avait fait dans Lando 2015, et avec cette relation entre Lando et Lobot, c'est vrai que je l'avais pas dit dans le résumé, mais il y a énormément de flashbacks, il y en a quasiment un par numéro. Et en plus, là, la palette, on verra plus tard avec les couleurs, mais la palette colorimétrique des dessins, des flashbacks est vraiment particulière, on va dire, elle est vraiment spéciale. Et moi, je trouve que Soule développe très très bien la relation entre les deux. Je trouve que en début, avec les flashbacks, on voit que Lando, c'est un peu un Han Solo. Tu te rends compte qu'en fait, les deux, ils sont faits pour être potes, mais rivaux potes, tu vois, comme on voit dans les films, parce que c'est les mêmes, en fait. C'est des sournois, ils essaient d'embobiner les gens, là, tu vois, ils essaient d'embobiner Lando au début, quand leur relation n'est qu'à leur début, en utilisant justement son implant pour pouvoir gagner au casino, en fait. Et tu dis, c'est vraiment un gros opportuniste, un gros connard, le Lando, là, mais tu verras qu'après, quand Lobot aura des problèmes, Lando, il a quand même la main sur le cœur, et puis il va aider son ami, il va tout faire pour aider son ami jusqu'à trahir l'Alliance, quoi. Donc, ça, j'ai bien aimé. Il y a un passage en début de tome, je sais pas si tu te rappelles, où quand Lando est félicité par la mission qu'il a fait, je crois qu'en fin de tome 6, la mission qu'ils ont sur Coruscant, là. Donc, il est félicité pour ça. Donc, toute l'Alliance lui l'applaudit et lui fait des compliments. Il est là, yes, c'est le dandy Lando avec son sourire et tout ça. Et dès que tout le monde s'est éloigné, qu'il est tout seul, et qu'en ce moment-là, il doit faire tout pour sauver Lobo, tu vois, direct, il plonge, et dans le dessin, justement, je trouve que c'est super bien fait, que il pense vraiment à Lobot, et il va tout faire pour sauver Lobot, donc c'est plutôt beau. Je trouve que la relation Lobot-Lando, c'est vraiment un gros point fort de ce tome-là, je trouve. Ah, tu vois, c'est peut-être, effectivement, c'est peut-être une impression là, que j'ai eue à ma relecture, mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus superficiel que ce qu'on avait eu précédemment. Je ne sais pas pourquoi. Après l'enjeu est, comme tu disais, très basique. En fait, techniquement, il a juste besoin de ce droïde-là pour sauver le Lobot, c'est tout, quoi. Il va tout faire pour sauver ce droïde-là, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de développement, hormis ça. Et les flashbacks, les flashbacks sont là pour... c'est une course, là. C'est une course, mais je ne sais pas, moins effrénée que justement dans d'autres. Par exemple, le Lando de... C'était quoi, 2018, 19, là, qui était sorti en même temps que le film Solo. C'était justement un blockbuster, là, une course effrénée. Là, je sais pas, j'ai pas senti ça, et c'est encore moins le cas pour l'album qui va suivre, mais restons sur celui-ci. Écoute, sinon, au niveau graphique, j'étais curieux là aussi d'avoir ton avis. Moi, j'ai trouvé... Est-ce que tu avais des choses à ajouter? Ouais. Pour le scénario, juste vite fait, il y a un truc que j'ai pas tellement compris. C'est le sabre de Luke. Luke sort le sabre jaune à la fin. Et il n'était pas censé être détruit dans le tome d'avant. Tu te rappelles, éclaté par les espèces de droïdes dans le No Space, là. Justement, c'était le point de pourquoi il va construire son prochain sabre, c'est parce que son sabre jaune est pété.
Il me semble qu'il est, ouais, il est abîmé, mais il restait fonctionnel, mais genre qui fait des étincelles ou fouille-moi quoi, là. Tu sais, qu'on voyait un. Mais ouais, c'était avec la main, là, il écrasait la main dessus. Là. Ouais. Ok, bon, ça, c'est un mais écoute, il faudrait que j'aille revérifier à quel point il était hors d'usage. Là. Moi, j'aurais aimé justement qu'on. Mais il reste quelques numéros, même en anglais. Là. J'aurais aimé justement qu'on en arrive à la fameuse scène supprimée du Retour du Jedi. Donc, où est-ce que justement on voit Luke apporter les modifications finales à son nouveau sabre vert justement sur Tatooine avec R2D2. Mais bon, on n'en est pas encore rendu là, mais c'est ça. Parce que nécessairement, tôt ou tard, il va passer du jaune au vert. Et comme on ne le voit pas finalement dans le film, c'est une scène supprimée, ben, je me disais, ils ont tellement mis l'accent sur le sabre jaune dans les comics qu'il va y avoir une transition à un moment donné. Oui. Fait que ça aurait été le bon moment, mais il semble que non. Et je ne savais même pas que c'était une scène coupée de Retour du Jedi, tu vois. Ouais, c'est dans les scènes supprimées, là, puis c'est pas quelque chose, mais on voit juste Luke mettre le cristal, refermer le sabre, puis tout ça, puis l'allumer. Ouais. Cool. Et après, notre truc, je trouve quand même Soul est quand même doué pour lier les histoires entre elles. Je trouve que le procès de Lando, qu'on verra dans le prochain tome, qui est lié à ce Dark Droid-là, c'est plutôt bien amené, je trouve. Ben, effectivement, on ne peut pas faire la reproche qu'on faisait à la première série Star Wars de 2015, justement, surtout vers la fin, puis en fait, toute la série, c'était quand même assez décousu. On passait vraiment d'une histoire à complètement autre chose qui n'avait aucun lien un avec l'autre. Effectivement, là, il faut donner ça. Puis c'est l'avantage d'avoir le même auteur, c'est que ça se suit. Le défaut de tout ça, ben, comme tu disais tout à l'heure en intro, si tu n'as pas lu les précédents, est-ce qu'il y a un intérêt à lire celui-ci? Puis on est quand même rendu à 7. Il va y avoir un 8e. Je me demande s'il ne va pas avoir un 9e après. Il y a 2 tonnes de prévus qui sortiront donc en septembre en VO et en décembre en VO le deuxième. Et ça finira la série Star Wars 2020 avec 9 tomes au total. Ouais. Donc, fait que c'est ça, là, ça fait en sorte que tu n'as comme pas le choix pour poursuivre, on va dire. Surtout, en fait, celui-là puis l'autre, le process. Je veux dire, les deux vont vraiment ensemble. Ouais. Même à la limite, celui-là va moins avec le 6, ou c'est moins la suite directe du 6, malgré la petite mini-intro dont tu as parlé tout à l'heure, qui se fait féliciter. Mais on passe sur autre chose quand même, lié plus à l'événement Dark Droid, alors que le suivant, le procès, ben là, c'est directement les conséquences de ce qu'on a vu dans celui-là. Ouais, voilà. Bon. Et même si là encore, ça fait pas de sens parce que tu n'as pas le temps de faire un procès. Il n'y a pas le temps, il faut que tu ailles attaquer là. Enfin, et puis de faire venir une avocate de Coruscant. Bref, on en parlera quand on sera rendu. On traversera la rivière, rendu au pont, on traversera le pont, rendu à la rivière, quelque chose comme ça. Et pour finir sur le scénario, j'avais juste un petit détail. Encore une fois, c'est un détail, mais on apprend que les implants cybernétiques de Lobot là sont de manufacture impériale. Alors moi, je me suis toujours demandé, parce qu'on n'a aucune information sur qui est ce personnage et comment ça marche ce truc. Donc là, avoir ces informations-là, ça m'a plu. Donc pour moi, Lobot, c'est une victime de l'Empire, encore une fois, qui lui a installé ça pour. On avait en fait ça, je crois que c'était dans la série Rebels, qu'on avait des personnages là, dans un mini-arc, là, ou en tout cas, c'était pas des arcs rebelles, là, mais dans un épisode, tu avais des techniciens justement en télécom, en espionnage de télécom là, sur une station pleine d'antennes, évidemment. Puis justement, là, qu'il y avait des espèces de casques comme ça. Puis même le fameux personnage. C'était un peu comme l'oncle à Ezra, là, mais c'était la race de Greedo, là, je me souviens plus du nom de la race, mais justement qui s'était fait poser un truc comme ça par l'Empire. En tout cas, il y en a plein de la Bad Batch aussi qui a ça, maintenant que tu me le dis. Hein. C'est Tech, là, que ça ressemble à ça, en fait. Là. C'est effectivement une espèce de couronne. Là, ça permet, enfin, d'après ce que j'ai compris dans ce tome-là, ça permet d'accélérer les calculs et donc, voilà. C'est ça, c'est un mix d'ordinateur avec le cerveau, mais bon, c'est du raccrochage là, pour ramener le bot qui, effectivement, a toute une vie en dehors des films, alors que, comme tu disais, il apparaît dans l'Empire contre-attaque, il n'est plus là dans le Retour du Jedi. Ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que son design, là, avec ces espèces de fils, là, c'est assez particulier, quoi. Ouais, c'est ça, c'est moins propre que dans l'Empire contre-attaque. Voilà. Sinon, justement, si on parlait graphique, ben écoute, on peut déjà donner quand même le crédit d'avoir eu le même dessinateur. Ça, on est ça t'aime bien. C'est pas le cas, exact. On va le souligner. Par contre, j'ai tellement vu d'inconsistances. Surtout, je crois que vraiment, son point faible, c'est les visages.
Ah oui, je suis d'accord. Très souvent, les visages ne ressemblent pas du tout à ceux des films. À la limite, Lando, c'est le moins pire. Souvent, on reconnaît le visage à Lando. Probablement, justement, qu'il a mis plus de... Vu que c'est le personnage principal de cet arc-là. Mais sinon, regardez Luke à l'écran, regardez Leia. On ne les reconnaît pas, hein, effectivement. Ah, c'est ça, ou Lobot, ou peu importe, là. Bon. Pour tout ce qui est droïde, tout ça, c'est quand même très bien fait. Mais ouais, tout ce qui est visage, je trouve qu'il y a vraiment du mal à reproduire. Tu nous montres des beaux exemples à l'écran. Là, ouais, puis tu sais, comme je disais, Lando, c'est presque le moins pire. Et pourtant, à l'écran, c'est vrai. Non, mais là, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, c'est un dessinateur que j'apprécie énormément parce que tout ce qui est droïde, vaisseau, tout le reste, ça va. Même Chewbacca, à la limite. Mais ouais, les visages, il y a une espèce d'une cannibale, c'est parfois. Alors parfois, c'est très beau. Parfois, sur ce tome-là, sur la fin. Ouais. Voilà, c'est inconsistant. Ouais. Sur la fin, peut-être qu'il a été rushé, j'en sais rien. Mais ou peut-être non, parce qu'il y avait beaucoup plus de Leia et de Luke, du coup. C'est qu'en début de tome, ils sont pas là. Donc c'est. Ouais, tu vois que ça coince un petit peu. Mais on avait déjà dit ça pour le tome précédent, hein, je sais pas si tu te rappelles. C'est très beau, mais les visages, il y a quelque chose qui cloche. Quoi. Ben, c'est toujours possible là, que ce soit par manque de temps, là, mais après ça, ça a sa place quand même dans la critique. Bon, c'est peut-être pas la faute du dessinateur. Tu sais, dans l'épisode avec Loïc, la semaine passée, vous parliez de Luke Ross, par exemple. Effectivement, Luke Ross nous a fait des chefs-d'œuvre, puis nous a fait des grosses merdes, faut le dire. Mais après, ben, c'est ça, là, rendu là, c'est la faute à Marvel, ou à l'organisation de tout ça, là, à la production. S'ils sont pas foutus de laisser le temps aux artistes de livrer de quoi de satisfaisant. Oui. Bon, ben, à un moment donné, on ne peut pas non plus ne pas le mentionner. Après, il reste de très jolies planches, hein, quand même. Ouais. Ouais, c'est ouais, quelques planches intéressantes. Ouais. Puis, ben, au niveau, tu as un bon exemple à l'écran. Au niveau couleur, ben, Rachel Rosenberg, je trouve, livre la marchandise, là, comme d'habitude. On a des bonnes ambiances. Tu parlais des flashbacks. Fait que c'est ça. Je trouve qu'elle rattrape, le dessin. C'est dommage à dire, là, mais bon, c'est ça. Puis, tu as un exemple à l'écran aussi là, des fameux petits droïdes araignées, on va dire. Tout ce qui est, c'est ça, technique, tout ça, je trouve que le dessinateur s'en tire vraiment bien. J'ai vraiment du mal avec les têtes de nos héros, là. Donc, c'est dommage. Ouais. Ben écoute, attends, je vais sortir ça. J'arrive pas encore à me focus sur parler, la discussion et à présenter les trucs. Il faut que... Ouais, l'édition. Ben, tu sais, c'est... Après, les goûts, ben, c'est ça, là. Quand on parle des dessins, peut-être qu'il y en a qui vont être en amour avec. Le plus grand classique, c'était Salvador Larroca, qu'à la fin, j'étais tout simplement plus capable de voir ses œuvres. Il y en a qui l'adorent. Un style très photoréaliste. En fait, c'est carrément du décalque là, dans le cas de Larroca. Bon, ben c'est ça. Là, ça se peut que vous aimiez ça, mais c'est ça. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Puis, comme je vous dis, la coloriste vient rattraper beaucoup, justement, par ses ambiances, tout ça. Parce qu'il y a aussi quand même souvent des décors vides. Bon, je comprends que souvent, tu sais, par exemple, dans le palais de Jabba, c'est des murs un peu plates. Puis à l'inverse, ben c'est ça. Tu as un bon exemple que tu montes à l'écran. Tu as certaines cases que tu vois là, que quand il se donne la peine, il va le remplir. On voit la ville en arrière-plan. C'est ultra détaillé. Et d'autres cases, c'est ça, d'autres pages, ça va être très vide, probablement pour qu'on focus sur l'action et non pas sur ce qui est en background. Mais bon, après, écoute, c'est des choix. C'est ça. Ça ne sera pas mon dessinateur préféré. C'est pour ça que quand tu dis qu'on va le revoir là, dans une autre série, bon, je peux pas dire que je suis enthousiaste. Là. Je trouve un peu dur quand même parce que moi j'aime bien son côté réaliste, hein, hormis les visages, et peut-être même le côté, il a du mal à rendre l'action dynamique. Hein. C'est vrai que souvent son action, quand les personnages bougent un peu trop vite, c'était un peu trop statique. Mais sinon, je trouve, tu vois, la page du flashback sur Alderaan que je montrerai avant, je trouve ça très joli. Et justement, je trouve que dans le palais de Jabba, j'essaie de trouver 2-3 images au palais de Jabba, il retranscrit vachement bien le côté horreur, parce qu'en fait, Charles Soule a voulu vraiment faire un comics horrifique avec Dark Droid dans l'univers Star Wars, et je trouve que ça marche plutôt bien quand on est justement dans des endroits confinés comme le palais de Jabba avec des espèces de... Justement, j'ai pas trouvé que c'était assez... Je sais pas. Justement, j'ai pas senti ça, peut-être pas assez sombre
malgré là, que je sais qu'il y a plein de planches très noires. Là. Ouais, Mais, t'en as un bon exemple à l'écran. Là. Ouais. Mais je sais pas, je me suis pas senti comme dans un film d'horreur. Là, tu sais. Ouais. Pourtant, il y a des passages comme là ce passage, justement, on voit une espèce de fusion entre un droïde et deux gens lui-même. C'est assez crado, ouais, pour du Star Wars, c'est quand même pas pire. Voilà, pour du Star Wars. Ouais. Mais effectivement, on n'est pas dans le niveau de Dark, là, un petit peu pareil, on est dans le de Jabba, que la série en elle-même, la mini-série Dark Droid, apportée avec Lucross et son équipe de coloristes et encreurs, qui là était vraiment encore plus dark. Exact. Là, tu vois, on est entre les deux, entre le D-Squad qui était très coloré et le Dark Droid qui est vraiment très sombre. Là, on est peut-être entre les deux, je dirais, mais effectivement, on n'est pas aussi dans le dark film d'horreur, trash, gore. Effectivement, non. Quoi. Mais c'est ça, pas, je précise que c'est pas archilet ou quoi que ce soit. Là. C'est pas, on a connu vraiment pire que ça sur d'autres albums. Là. Je trouve qu'en plus que Musa Bekov, c'est compliqué. Musa Bekov, par exemple, pour les flashbacks, je trouve qu'il a essayé de donner un trait à Lando, un mix entre Billy Dee Williams et Donald Glover, donc peut-être il a essayé de travailler un petit peu le visage. Ah, j'ai pas remarqué. Ouais, alors c'est peut-être moi qui veux voir ça, hein, mais pourquoi pas, quoi. Par contre, alors, ce qui se passe dans les flashbacks, là, il y a un passage où tu as le bot qui porte une tenue disco pour, je sais pas, partir en mission pour cacher son implant. Ouais, une espèce d'afro pour cacher son implant. Là, ouais. Alors, c'est pourquoi pas, regarde, pourquoi pas. Ça fait bizarre, tu vois, plus que des droïdes tueurs et ça fait bizarre de voir ça dans Star Wars, mais bon. Ouais. Voilà. Mais ouais, moi, j'ai pas été si choqué que ça par le dessin, contrairement à toi, tu vois. Il y a quelques compositions qui sont sympathiques aussi quand tu as le passage transition flashback temps présent où tu as le flashback où ils sont sans bras dessus, bras en dessous, là, Lando et le bot, et bam, ça repasse au présent où là tu vois vraiment le bot qui est à moitié mort et Lando qui a son bras par-dessus qui repose le bot. Donc ouais, il y a quelques compositions sympathiques, mais effectivement ça va pas marquer la série Star Wars en comics, c'est sûr. Sinon, au niveau des couvertures, comment tu as trouvé le travail de l'équipe là, que je mentionnais tout à l'heure, que j'arrive pas à me souvenir le nom, mais qu'à ma connaissance, on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, que c'était une nouveauté dans Star Wars? Alors, les covers, moi j'ai un petit problème avec les covers. Justement, elles sont pas ouf. Les covers régulières sont sympas. Mais en fait, je trouve que la composition est bien, ils sont stylés et tout. Ce qui s'y passe, c'est pas mal. Mais en fait, je trouve le dessin classique, trop classique. En fait, les covers, on a l'habitude qu'elles subliment vraiment le truc, quoi, qu'on ait des dessins encore plus magnifiques que ce qu'on va retrouver dans le tome. Là, j'ai l'impression que les dessins, des régulières, encore une fois, que les régulières, en fait, c'est ce que tu pourrais trouver dans le comics, en fait. Ouais. Exact. On dirait des planches de comics. Voilà. Donc, Mark Moers. D'autant que là, je vais te montrer, alors, je sais pas, attends, si j'y arrive. Voilà. Là, tu as montré le tome, la couverture du tome là. Et moi, je vais te montrer la couverture. Ça me dérange vraiment, cette couverture-là. Pourquoi ils ont retenu celle-là? Parce que j'y arrive. Attends, tac. Il faut que je m'entraîne vraiment. Tu parles de celle retenue comme couverture de TPB? Voilà, ben oui. En fait, voilà, je sais pas si ça se voit trop là parce que sur l'écran. En fait, dans la série Star Wars, tu as. Allez, vas-y, je plante. Non, c'est pas ça. Allez. Désolé. Pour meubler, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des couvertures régulières? Je trouve là. C'est exactement ce que tu as dit. C'est, on dirait des planches internes, là, à part peut-être la première sur Lando menacée d'un couteau, là, mais c'est ça. Donc, écoute, au moins, par contre, ça met le thème qu'on va être sur Lando et le bot là, pendant cet arc-là. Mais au-delà de ça, même celle est très belle, là, celle avec le rancor, sauf que effectivement, on dirait plus une planche intérieure de BD qu'autre chose. Par contre, tu vois, c'est peut-être celle-là que j'aurais choisie personnellement. Ah voilà. Laquelle tu as choisi? Parce que moi, justement, la 3, celle du 39, la troisième couverture avec le rancor. En plus, tu as le bot et Lando qui sont vraiment au cœur de ce tome-là. Ça retranscrit bien ce qu'est le tome. Je sais que c'est ce qu'avait dit Loïc aussi dans l'épisode précédent, ou peut-être toi d'ailleurs. Ça vend pas aussi bien qu'un Luke Skywalker avec un sabre laser dans les mains, quoi. Mais là, voilà, alors attends, bam! Mais le problème, c'est que pendant que tu bricoles ta présentation, le problème, en fait, c'est que c'est ultra générique. C'est bon, là, oui, on voit qu'on est dans Dark Droid avec des droïdes style K2SO là, qui ont le fléau, là, vu la couleur des yeux. Mais c'est tellement générique, ça pousse. Puis en plus, c'est que on a ça des fois sur d'autres mini-séries parce qu'on a Luke présent, donc là, ça devient confondant en plus. Bref, c'est ça. C'est côté, puis c'est le même choix à la fois le TPB Marvel américain que le Panini, là, je montrais tout à l'heure.
Donc, bon, après, chacun, c'est... Je ne sais pas si tu as les variantes aussi à présenter. Ah oui, alors j'ai les variantes, mais voilà, mais pour rebondir encore une fois là, sur ça, on sera d'accord. Regardez un peu les couvertures de tomes de la Ouais, série Star Wars. 1 sur 2, tu as Luke avec son sabre jaune Voilà. dans la même position de combat. Exactement, exactement. Donc là, c'est le 4e tome sur 7 avec la même position, enfin quasiment la même position. Tu as Luke au milieu avec son sabre jaune, et voilà, et autour, mais ça change en fonction de l'event, de machin. Ouais. Donc c'est un peu, là même le tome 1, c'est limite pareil, quoi. Il n'a pas encore le sabre jaune, mais c'est dommage parce que tu vois, les autres couvertures là sont quand même plus sympas, je trouve. Ouais. Donc ouais, c'est un peu de la fainéantise là. Ils auraient pu choisir quelque chose d'autre, franchement, voilà quoi. Donc un peu déçu pour ça. Par contre, les variantes sont très très stylées. Alors attends, tac tac. Là, je vais direct. C'est bon, je l'ai. Pam. Donc déjà, il y a ça. Non, c'est la 4e de couverture. Ben, c'est pareil, 4e de couverture, moi j'aurais bien aimé ça. Ça, c'est une variante, hein, en fait. Avec le fameux droïde. Ouais, le numéro 38. Voilà. Et donc ça, c'est le fameux droïde qu'on voit dans l'épisode 6, qu'on voit dans The Mandalorian, si je dis pas de bêtises aussi. Vite fait, Ouais, un droïde féminin maintenant. Maintenant, ils genrent les droïdes, quoi. Donc c'est un droïde féminin. Bref, on s'en fout. Et donc, il y a les variantes. Donc voilà, toujours les mêmes, les fameuses. Celle style figurine. Voilà. Mais voilà, il y en a d'autres qui sont très très sympas. Ouais, ça, c'est incroyablement beau. Là. Voilà. Pour décrire, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, vraiment un gros plan très très réaliste du visage de Luke avec son sabre jaune à côté de lui et on va dire dans la lame du sabre, on voit des mini K2SO, là, ou en tout cas des K2, des droïdes impériaux. Donc, ouais, celle-là est magnifique. Ben, écoute, c'est toujours la même chose. C'est à quel point ils veulent garder ça exclusif pour juste, tu sais, pour les collecteurs, les issues version collector avec des couvertures variantes, puis pas mettre ça sur des TPB ou bon. Mais voilà, mais vu que les numéros en VO sortent en floppy des mois avant, tu fais ça pour le floppy collector, mais pour le TPB, bah, fais-toi plaisir, mais des variantes, quoi. Celle-là, j'achète direct, quoi. En fait, tu vois ça représente les Dark Droids, ça représente Luke, t'es content, l'éditeur est content avec ça. Et ça n'a pas de l'air d'une planche interne de comics. Ça n'a pas l'air d'une page là, intérieure. Mais là, on dirait vraiment de la peinture, là, si on regarde bien, c'est vraiment de la peinture. L'artiste, c'est Rod Reis, que je connais pas trop, mais c'est vraiment peint, c'est magnifique. Il y en a d'autres, bon, peut-être un peu moins marquantes. Moi, j'aimais bien, c'était celle-là. Voilà. Alors, ça, c'est une espèce de frise qui a été faite, en fait, tous les numéros des 4 séries, plus Dark Droid, plus D-Squad, ont eu des variantes cover droïdes comme ça, que quand aligné, ça te faisait une frise. Je crois que la frise est dispo. On avait eu ça comme concept avec d'autres séries. Après, dont à un Star Wars Célébration, il y avait une murale de ça. C'était comme une frise qui allait devenir des couvertures de comics. Ouais, c'est intéressant ça, pour les collecteurs aussi. Là, on a une variante de Finauto qui est sympa, mais sans plus. Finauto, c'est soit t'aimes pas. Quoi, mais, ouais, puis disons qu'il y en a fait des beaucoup plus jolies que celle-là. Là, fait que c'est très, très générique. Ouais. Mais écoute, sinon, je ne sais pas si on va revoir cette équipe. Tu sais, c'est pas laid, là, celles qui ont pris là, pour les régulières, l'équipe de. Je vais aller chercher les noms. Stephen Segovia et Reine Berotto. Beretto, Espagne. Ouais, ou italien peut-être. Italien, t'as raison, c'est plus italien d'ailleurs. Je dis des conneries. Là, pareil, il y en avait une variante que j'aime beaucoup, là, qui était dans le tome. C'est pour ça que je la trouvais pas, parce qu'il y en a certaines qui sont au milieu du tome, d'autres qui sont à la fin, avec une Leia vraiment jolie, quoi, avec une Leia rebelle et le reflet Leia princesse en fond. J'aime bien ça. Mais bon, là, il ne reflète pas du tout le tome. Non, parce que Leia est très secondaire dans l'histoire. Ouais. Donc, par Luciano Vecchio, là encore un italien, j'imagine. Voilà. Donc, écoute, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je te demanderais ta note. Tu donnerais quoi à ce Star Wars numéro 7? Écoute, je vais revenir à même conclusion que pour les 2 tomes précédents, D-Squad et Dark Droid. En gros, la lecture en floppy, j'avais pas trop apprécié à l'époque. Passer d'une série à l'autre, ça me perdait. Enfin, j'étais pas assez concentré. Là, d'avoir lu Dark Droid, D-Squad et Star Wars Dark Droid en même temps condensé dans une petite fenêtre de temps, ça m'a beaucoup plu.
Donc, j'ai rehaussé la note. Tu vois, je l'avais laissé à 12 à l'époque. Là, je l'ai rehaussé à 15, donc qui s'aligne à Dark Droid et Disquad. Le duo m'a beaucoup plu, Lobot Lando. Et voilà, tous les liens avec le crossover plus global Dark Droid m'ont plu aussi. Donc, je trouve que c'est encore une fois un tome de de Charles Soule qui me plaît bien. Un Soule qui me fait plus plaisir que par le passé avec ces crossovers là, Kira, là, qui m'a. Voilà. Fait que Donc, tu dis combien sur 20, tu disais? Pardon, 15, ouais. 15, tu avais fait qu'un petit peu plus bas que le précédent, dans le fond. Je regardais là, tes notes, là, nos notes, tu avais donné un 16 la dernière fois pour Ouais, la dernière fois, tu avais la quête de Luke avec les Kyber et son sabre. Donc ça, tu peux pas tester. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Moi, vraiment, c'est je veux savoir comment Luke il fait son sabre vert. Et donc là, il fait une pause niveau quête de la force. Donc c'est un peu dommage. Tu vois, moi aussi, je suis à la baisse un peu. La dernière fois, j'avais donné un 13 sur 20. Et là, je suis à la limite de la note de passage, on va dire universitaire, ou de certaines facultés. Donc, je vais donner un 11 sur 20. Écoute, donc là, on se rapproche de l'échec. Là, je dis pas. Je trouve. T'as pas été touché par la relation, le bot? Non. Côté graphique, ça me dérange. Parce que il y a certaines séries que, quand bien même il est mauvais sur les visages, tout ça, c'est tellement plus centré action ou bataille, explosion, tout ça, que ça passe plus. Là, je sais pas. Ça me dérangeait. Puis on voit Lando sans arrêt. Et dans une même page, tu as l'impression que c'est pas le même personnage. Tu le reconnais parce qu'il est noir, il y a la coupe de cheveux qui va avec, tout ça. La moustache. La fameuse moustache. Mais même là, souvent, je trouvais que ça. Bon, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai une moustache là au travers de la barbe, mais je trouvais que c'était pas la bonne moustache. C'était pas la moustache de Lando. Bref, écoute, c'est un tout, là. Fait que vraiment, vivement que cette série-là prenne fin. C'est malheureux. Puis, je le redis, c'est pas parce que je déteste Charles Soule, c'est le contraire. Pour moi, c'est vraiment un excellent auteur. Mais surtout pour la série Star Wars, c'est ça qui me. Tu sais, que ce soit, mettons, la série Bounty Hunter, tout ça, mais il me semble la série Star Wars, je sais pas, est-ce que c'est possible de garder ça cohérent, de garder ça. Là, ça se termine par un événement qui n'est même pas dans cet album-là, qui n'est même pas dans cette série-là. Ça... Ouais, non. Là, tu sais, quand c'était le cas dans D-Squad, mais dans D-Squad, c'est une mini-série de droïdes. C'est vraiment un petit bonus à côté. Là, c'est Star Wars. C'est censé être la série principale. Et vers la fin, ils sont tous contaminés. Théoriquement, ils vont tous devenir là, dans le fléau. Et ça se termine grâce à un événement qui se passe dans... C'est un peu les mêmes reproches que je fais à J.J. Abrams ou des raccourcis scénaristiques un peu trop grossiers. Donc, un 11 sur 20, un 55% là, pour ce volume 7. Évidemment, si vous prenez toute la série au complet, prenez-le. Parce que comme je disais, avant d'attaquer le 8, qui va être le procès de Lando pour, entre autres, les événements de ce numéro-là, ça serait un peu con de sauter par-dessus. Mais c'est ça. Ça ne sera pas le meilleur. Non. Et justement, je rebondis vite fait pour juste parler de 2 easter eggs très intéressants que Charles Soule a mis là. En fait, il fait le lien entre la série de Lando de 2015 par Charles Soule, justement, et cette série-là, avec 2 noms. Si tu te rappelles bien, il mentionne dans un flashback Papa Torren et Saria. En fait, Papa Torren, c'est un antagoniste de Lando, qui est donc dans cette série de 2015. Et donc, je me souviens du nom, mais je ne saurais même pas dire c'était quelle race ou que. Là, je ne saurais pas te dire, mais c'est un crime lord au même titre que Jabba, en fait. Okay. Et donc, il a réutilisé dans son Poe Dameron, dans encore une série de Soule, et il a aussi réutilisé dans Crimson Reign. Tu as une apparition où tu as Kira, tu sais, la fameuse page où Kira Bergen va discuter avec tous les crime lords, justement, dont Papa Torren, pardon. Et je ne sais plus la race, alors il faudrait demander à Tom ou à Wikipédia. Mais ouais, c'est une race alien. Et donc c'est cool qu'il ramène ça. En fait, les flashbacks, tu te rends compte que les flashbacks se passent avant la série de Lando 2015, qui prépare le coup que tu vois dans Lando 2015. Donc ça, c'est quand même cool pour Soule d'avoir réussi à... Ouais, et des petites références comme ça. Je sais qu'il y en a qui détestent dans le sens que ça devient un Charles Soule Universe, puis tu as le Daniel Rose Holder Universe, et tout ça. Mais c'est mieux que l'inverse, je trouve. Des mini-liens comme ça, c'est bien dosé. Là. Ouais. Surtout que là, c'est vraiment des détails. Hein, là. Et là, je parlais aussi de Saria, l'autre personnage juste mentionné par Lando. Et elle, c'est une Moff impériale. Donc, qui a eu une aventure évidemment avec Lando et qui est aussi apparu que dans la série de Lando de 2015. Donc,
Donc, ouais, moi j'aime bien quand les auteurs comme ça reprennent leurs trucs, au moins, surtout des vieux trucs, surtout des détails à la con comme ça. Ça rend le tout un peu cohérent, quoi. Je trouve c'est assez intéressant. Ouais, puis je vais prendre la peine de le montrer à l'écran. Depuis tantôt, on cite un album de 2015, là, donc on va au moins montrer à quoi il ressemblait. Très bon. Pour la petite histoire, c'est l'album que j'ai fait signer par l'acteur Billy Dee Williams quand il est venu au Québec. Excellent! Donc, sur le mien, c'est écrit là, à Francis, blablabla. Là. Donc, je ne l'ai pas fait pour le côté monétaire, parce que j'ai fait écrire mon nom dessus. Ça a beaucoup moins de valeur, apparemment. Mais pas grave. Fait que c'est ce numéro-là, cet album-là de Lando. C'était au tout début du canon. C'est vraiment une petite pépite avec... c'était-tu le Cross? Non, c'était pas le Cross. Hein, c'est Alex Maliv. C'est marqué. Ah, Alex Maliv, ouais. C'est un style quand même qui ressemblait, je trouve, un peu à celui de Le Cross. Ouais, alors c'est très très bon, Alex Maliv aussi. Et là, je crois que justement, la personnage féminine, la Seria, c'est l'ombre qu'on voit sur le cover. Là. OK. Pas de bêtises. Bref, voilà, écoute, sur ça, je crois qu'on va pouvoir dire que c'est ça, c'est mitigé. C'est mitigé, on est un peu ambivalent, sans que ça soit complètement mauvais. C'est quoi donc, Loïc l'a cité la semaine passée, la phrase copyright, là, c'est « j'ai pas détesté ». Ouais, mais c'est la tienne, hein, c'est à la base, je crois que c'est la tienne, c'est toi qui as sorti ça. J'ai pas détesté. Fait que c'est là-dessus qu'on va conclure cette édition de Star Wars Littérature. Star Wars en direct, version littérature. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, on est très intéressant d'avoir votre avis. Moi, en fait, entre autres, sur les graphismes, je me demande si des gens vont vraiment avoir beaucoup apprécié. Venez en parler dans les commentaires. YouTube, évidemment, les pouces, les partages, les commentaires, c'est extrêmement important pour les algorithmes, mais venez en discuter aussi sur notre Discord. Toujours super ambiance, puis des discussions que moi, j'apprécie beaucoup. Sur notre Discord, beaucoup plus que dans n'importe quel autre groupe, site, forum, etc. Là. Très belle communauté. Ouais. Si je te demandais, il y a quoi au programme dans les émissions à venir, Jean? Alors, deux trucs. Il y a un roman, et on va parler littérature, hein. Un roman et un comics. Dans les médias, nous avons donc Temptation of the Force, qui est le dernier roman sorti en On commence à avoir beaucoup de retard, là. On ne se cachera pas. Là, et le fait que je parte en Europe aidera pas au retard. Mais bon. Non, il est sur le feu, il sortira bientôt, vous inquiétez pas. Et en comics, c'est Les Ombres du Flambeau, c'est Shadow of Starlight en anglais. Ouais, tu l'as montré tout à l'heure, la couverture par accident. Mais bon, que j'ai plus. C'est un peu une mini-série transition, si on peut dire, entre la phase 1 et 2 et la phase 3. Là, fait que, moi, j'avais bien apprécié. Je peux déjà spoiler là, que c'était quand même intéressant. Et des liens, vraiment des petites pierres là, qui vont nous mener à d'autres événements qu'on a dans la phase 3. Donc, c'est un genre de recueil de 4, je crois que c'est 4 issues. 4 issues sur 4 groupes différents de la Haute République. C'est pas vraiment une histoire complète, donc c'est 4 petites histoires, c'est vraiment intéressant. Entre autres, celle de Yoda et l'autre, l'ex-Jedi, là, devenu utilisateur du côté obscur. Là, bref, on en reparlera dans le prochain épisode. Voilà. Fait que voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye! Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.